Bienvenue sur le plateau TV de la Galerie des Solutions par World Efficiency pour les remises de trophées Solutions Climat. J'ai à mes côtés Bruno Legevin, le président de l'ADEME, et monsieur Le Treut, Hervé Le Treut, c'est le prénom que je cherchais, climatologue. D'abord, avant de commencer rapidement cette remise de trophées, deux catégories, adaptation, atténuation. Comment fait-on la différence entre adaptation et atténuation ? En fait, c'est une différence qui est très claire quand on se situe à l'échelle globale de la planète, parce qu'effectivement, il y a des gaz à effet de serre qui impactent toute la planète et il faut effectivement s'en débarrasser et il faut essayer de trouver les moyens de contrer leurs effets. Maintenant, quand on descend de cette échelle globale à une échelle plus locale, qui est celle de pratiquement tous les projets qui ont été présentés, la différence est beaucoup plus faible, en fait, parce que tous les projets ont une part d'adaptation et une part d'atténuation, et je pense que c'est très bien. Et on a eu un petit peu de mal en tant que jury à effectivement les classer d'un côté ou de l'autre. Je pense que ça traduit quelque chose qui est une démarche de fond. C'est-à-dire que la plupart des projets aujourd'hui sont des projets où il y a des co-bénéfices entre atténuation et adaptation. Et on a essayé de prendre ça en compte effectivement dans l'appréciation du jury. J'ajouterai aussi que je suis professeur et que ce qui m'a frappé dans tous les projets qui sont là, ça fait des années que j'enseigne à Polytechnique, j'essaie de placer des élèves dans des stages. Il y a un appétit de toute la génération des jeunes ingénieurs pour ce genre de projet, ce genre de dynamique concrète qui mêle les différents aspects de ces problèmes, qui est extrêmement fort. Cette double clé d'entrée, adaptation, atténuation, vous la connaissez aussi, vous, dans les projets présentés à l'ADEME ? Oui, évidemment. Et d'ailleurs, compte tenu des retards, compte tenu des enjeux, il y a, comme tu viens de le dire, il y a plus de différence. L'atténuation, l'adaptation, c'est deux actions à mener en corollaire et dès maintenant. Parce qu'il y a tellement d'exigences, tellement de retard qu'il faut y aller. Et les deux sont menés de pair. Et ça, c'est un vrai progrès dans la prise de conscience et dans les actions qui sont trouvées. Allez, on passe maintenant à la remise de ces trophées. Deux catégories, donc adaptation et atténuation. Première catégorie, adaptation PME des trophées solutions, donc une PME qui va être primée. Eh bien, j'appelle Philippe Pétard, directeur fondateur d'EST, pour sa solution environnementale et économique pour le traitement des sédiments, le robot dévaseur. Il peut venir, Monsieur Pétard. Le robot dévaseur, et c'est la société Environmental Sediment Treatment qui est primée. Bonjour, bienvenue. Là, on voit une photo de ce robot dévaseur, puis on va voir des images. Alors, je voudrais d'abord qu'on va lancer les images pour bien comprendre de quoi on parle. De ce robot dévaseur, donc, qui est là pour enlever les sédiments qui sont au fond des cours d'eau. Oui. Et là, on est dans le domaine des préventions de crues, notamment. Pas que, d'ailleurs. Hein. Non, pas que. Là, dans le contexte du réchauffement climatique, l'intérêt est de pouvoir réutiliser cette matière organique qui, actuellement, est rejetée au large des océans, au fond des océans, sur notre Terre, pour pouvoir refaire vivre la Terre. C'est la vase. Hein, c'est la vase. On appelle la vase. Tout à fait. Alors, on voit là, effectivement, un comparatif entre les procédés actuels et le... On arrive effectivement à éliminer toute la couche sédimentaire des cours d'eau avec le robot. Oui, on peut éliminer toute la couche sédimentaire dans les cours d'eau, mais il ne faut pas l'éliminer dans tous les lieux, bien entendu. C'est juste les endroits où elle est gênante pour la navigation ou pour les barrages. Je discutais tout à l'heure avec EDF, par exemple. Alors on le voit là, ce robot dévaseur hein, qui est effectivement sur un... Parlez-moi un petit peu du développement de la R&D de ce projet. Alors, nous avons signé un partenariat avec l'IFP Énergie Nouvelle, l'ancien Institut français du pétrole, qui nous permet de développer technologiquement l'ensemble du robot dévaseur. En début d'année 2016, nous allons commencer la construction et les tests pour faire toute la carte technique qui va nous permettre de dire quel volume, quelle cécité on obtient. Et juin 2016, on commence la commercialisation sur certains sites. Très bien. Quels sont vos clients ? Qui sont vos clients ? Et pour l'instant, nous avons orienté, pour des besoins technologiques, nos clients sur les lacs et les étangs. Tout simplement parce que notre robot dévaseur est flottant actuellement, il bloque la circulation des bateaux. Et on ne peut pas subir le marnage, c'est-à-dire les différences de hauteur de marée que nous connaissons très bien en Bretagne. Merci beaucoup et encore bravo pour ce trophée Solutions Climat, donc catégorie adaptation. Vous êtes une PME, donc primée EST.
Bravo et bonne continuation. Bravo, Merci on peut beaucoup l'applaudir. à vous tous. Merci. Deuxième lauréat de cette catégorie adaptation aux effets du changement climatique, c'est un grand groupe qui est salué maintenant, avec toujours dans cette catégorie adaptation, un lauréat, un trophée pour EDF pour des touches de piano sur les barrages afin d'évacuer les crues exceptionnelles. Et c'est Yves Giraud, directeur de la production hydraulique d'EDF, qui va nous rejoindre. Bonjour Yves Giraud, installez-vous, prenez votre micro. Alors, Bonjour. deux questions. Une première question peut-être très générale sur l'engagement d'EDF, surtout en termes d'investissement, parce que ce qu'on va voir en vidéo dans un instant est assez lourd. Première question sur l'engagement et effectivement de se lancer dans des travaux un peu pharaoniques. Pourquoi ? Oui, alors d'abord deux choses. EDF est un acteur évidemment très engagé dans la question du changement climatique à double titre, en termes de développement de formes d'énergie décarbonées, et par ailleurs en termes d'adaptation de nos infrastructures au changement climatique. Donc EDF est le premier électricien au monde en termes d'électricité décarbonée. Et EDF est aussi, ce qu'on le sait moins, le premier énergéticien en énergie renouvelable en Europe. Alors, vous êtes primé pour des touches de piano sur les barrages afin d'évacuer les crues exceptionnelles. Je Voilà. vous donne 10 mots pour me résumer la solution, puis après on va la regarder. Pour résumer la solution, Ouais. sur le plan technique, vous voulez dire ? Voilà. Sur le plan technique, c'est tout bête et c'est tout simple. Ça consiste, si vous voulez, un évacuateur de crue, c'est un peu comme le trop-plein de votre baignoire, vous comprenez ? D'accord. Et en fait, ça consiste à avoir un linéaire qui est sous forme de touche de piano pour avoir un linéaire plus important et donc sur un même espace faire passer plus de crues. Alors, une image. Et ça, Alors, c'est très important évidemment, s'agissant de l'hydraulique qui est une très belle énergie renouvelable et s'agissant de crues dont la fréquence, c'est pas que les crues sont plus fortes, c'est que leur fréquence est beaucoup plus forte avec le changement climatique. Alors, comme on dit toujours, une image valant 1000 mots, regardez le reportage et le petit film qui présente votre solution. Depuis 2 jours, un rideau de pluie d'une intensité exceptionnelle s'abat sur la vallée. En 48 heures, il est tombé l'équivalent de 2 mois de précipitations. Un épisode de type Cévenol de plus en plus courant ici. Équipé de la dernière technologie d'évacuateur de crues, le barrage de Malars, situé sur un affluent de l'Ardèche, a absorbé plus de 3000 m3 d'eau par seconde. Pour maximiser la sûreté de ces installations, EDF innove pour permettre à ces barrages de résister à des crues exceptionnelles. C'est le cas de celui de Malars. Aujourd'hui, ce dernier est équipé d'un nouvel évacuateur de crues pouvant absorber un trop-plein supplémentaire de 600 m3 d'eau par seconde. Il peut désormais faire face en toute sécurité à une crue millénale au débit exceptionnel de 4600 m3 d'eau par seconde. Une crue qui a une chance sur 1000 de se produire sur une année. Cette innovation est baptisée PKW pour Piano Keyware, en référence à son design original en forme de touche de piano. Pour celui de Malars, ces touches de piano prennent la forme de 12 bacs d'alimentation qui alternent avec 12 bacs d'évacuation. Grâce à leur forme crénelée et leur disposition en quinconce, ils offrent une plus grande surface linéaire pour l'écoulement de l'eau, y compris en cas d'épisodes pluvieux intenses et répétés. Une solution pour s'adapter aux conséquences du changement climatique. Nos solutions pour le climat. Bravo donc à EDF pour cette solution tout à fait innovante. Bruno Léchevin, un commentaire peut-être sur cette touche de piano là. Juste, pour dire que, heureusement qu'une grande entreprise comme EDF, qui est un acteur essentiel dans notre activité économique pour trouver des solutions pour réussir notre transition énergétique écologique, soit dans cette dynamique d'adaptation et de changement. Donc, on peut que se féliciter. Bravo à vous Yves Giraud, je le rappelle, directeur de la production hydraulique chez EDF. Voilà, merci beaucoup à vous. Et pour dire que plus largement, évidemment, nous adaptons l'ensemble de nos infrastructures à cette question du changement climatique. Je vais vous donner un exemple aussi très, très parlant, je crois, dans cette COP21. Nous avons dû déplacer une prise d'eau sous un glacier, sous la mer de glace à Chamonix, suite au réchauffement climatique et donc à la diminution des glaciers. Voilà. En action. Et en c'est action. plusieurs centaines de millions d'euros que nous dépensons pour cette adaptation. Merci beaucoup. Merci. On va saluer maintenant un coup de cœur dans cette catégorie adaptation. Ce coup de cœur, il va à Bouygues Immobilier pour Icari, le premier îlot mixte à énergie positive. Et c'est François Berthière, le PDG de Bouygues Immobilier, que je remercie d'être resté avec nous, qui va nous parler un peu de cette solution. Alors, Icari, c'est, pour faire simple, le premier îlot à énergie positive en France. C'est le grand projet de Lyon-Confluence. Voilà, Ikari, c'est un mot japonais, ça veut dire lumière en japonais. Et c'est un immeuble qui a la particularité d'avoir à la fois du bureau, du commerce
et du logement en copropriété dans Lyon-Confluence. Et on a mutualisé la totalité de l'énergie. C'est-à-dire que quand les bureaux n'ont pas besoin d'énergie, eh bien, c'est toute l'énergie des bureaux, les moyens de chauffage des bureaux peuvent permettre de chauffer les logements. Pour les commerces, c'est pareil. Et donc, finalement, c'est assez facile de faire un immeuble à énergie positive. On fait ça depuis 4-5 ans. C'est-à-dire qu'il produit plus d'énergie sur une année qu'il en consomme. Par contre, c'est beaucoup plus compliqué de mutualiser l'énergie entre des gens qui sont des gens complètement différents, des locataires d'immeubles de bureaux, un restaurant et des copropriétaires. Et c'est ça qu'on a fait à Igari. Et là, on est vraiment dans la logique des réseaux intelligents. On y va. Hein. Comment ça marche? Ça marche je dis japonais parce que l'architecte qui a fait ça est un architecte japonais très connu qui s'appelle Kengo Kuma. Et puis, ça a été fait en collaboration avec l'ADEME d'une part, mais avec aussi Toshiba. Et ça marche grâce à trois démarches. La première, c'est que c'est un bâtiment qui a été conçu et orienté de manière à profiter au maximum des énergies extérieures, en particulier du soleil. Donc c'est un bâtiment très découpé, qui a une forme très particulière. Deuxièmement, vous avez de la production d'énergie renouvelable, avec des capteurs solaires en particulier dans les fenêtres, donc on voit à travers, et puis de la cogénération. Et le troisième point, c'est que dans ces immeubles, il y a de plus en plus d'intelligence, c'est-à-dire beaucoup de technologie de l'information, beaucoup de capteurs, un logiciel spécifique qu'on a développé et dont on est propriétaire, qui fait que finalement, on peut piloter cet immeuble. Oui, avec des compteurs intelligents. Autrement avec dit, il y a de moins en moins de distance. béton et de plus en plus d'intelligence dans les bâtiments. Merci beaucoup François Berthière, donc président directeur général de Bouygues Immobilier et primé donc pour effectivement cette îlot à énergie positive Ikari, qui veut dire lumière en japonais. Un architecte japonais, puis une société japonaise aussi. Oui, Toshiba. Qui a contribué en particulier sur les systèmes de pilotage. Et alors, c'est pas fini parce que maintenant, on travaille à une échelle beaucoup plus grande. Là, c'est un immeuble qui fait à peu près 15 000 m². Maintenant, on est en train de travailler sur un smart grid de quartier. Et on a plusieurs projets à Issy-les-Moulineaux, d'une part, mais aussi à Lyon. Merci Bruno Legevin. Cette évolution, elle est essentielle parce que demain, avec le développement des énergies décentralisées, le fait que chaque consommateur deviendra plus seulement un consommateur, mais un consommateur qui produira, qui consommera, qui s'effacera, on a besoin d'utiliser l'intelligence des techniques, des technologies, des smart grids pour aller au-delà de la capacité à gérer un bâtiment, mais tout un réseau, tout un système. Et donc là, on est bien dans une logique d'optimisation, de mutualisation, suivant les besoins, les usages, et ils sont différents à des moments différents de la journée entre le tertiaire et les besoins des consommateurs quand ils rentrent chez eux. Merci. Nous allons maintenant passer à la catégorie atténuation avec un premier lauréat dans la catégorie PME. Il s'agit de la société Poédian et j'appelle maintenant Pierre Langer, son président fondateur, et je crois qu'il est accompagné par Jean-Marie Bourget, qui est un petit peu le père de la solution. Et là, on parle de station de production d'hydrogène en site d'altitude. Avant de vous entendre, on va d'abord regarder le petit film que vous nous avez préparé et puis on en discutera juste après. Regardez. Les énergies renouvelables, gratuites, sont enfin accessibles partout sur la planète, sans intermittence et sans coupure. Mais avant de vous en dire plus, savez-vous que le manque d'électricité fiable est un frein considérable au développement de millions d'entreprises. Il s'agit d'une problématique majeure partout dans le monde. En 2015, 1,3 milliard de personnes n'ont pas l'accès à l'électricité sur la planète. Et le raccordement d'un site isolé au réseau coûte entre 20 000 et 100 000 euros du kilomètre. L'énergie est le moteur de notre économie. Et une véritable alternative écologique au pétrole vient d'être mise au point. Elle permet de fournir de l'électricité n'importe où et en toutes circonstances, en utilisant les énergies renouvelables, plus un stockage innovant comme l'hydrogène. Poédian a développé une station autonome de production d'électricité issue de 4 ans de recherche et développement au sein du groupe Airbus Defence and Space. Protégée par 3 brevets mondiaux et appuyée sur des partenariats technologiques majeurs. Cette station autonome est un concentré de technologie et d'intelligence logicielle.
Elle permet de connecter et de gérer plusieurs sources d'énergie renouvelables, propres et gratuites. Solaire, éolien, hydraulique, biomasse, biogénérateur. De résoudre le problème du stockage des énergies intermittentes, notamment grâce à l'hydrogène. De restituer l'électricité en toutes circonstances, de jour comme de nuit, avec sa pile à combustible. Pour tout type de clients, groupe d'habitation, antenne relais, radio, téléphone, station météo, puits ou station de pompage, banque, système de surveillance ou de sécurité, salle de serveur ou informatique critique, hôpital et bloc opératoire, zone isolée, utilisation militaire. Powidyan dimensionne sa solution par rapport aux besoins réels de chaque client à l'aide d'algorithmes de prédiction et d'optimisation par auto-apprentissage pour fournir des stations clés en main qui permettent un retour sur investissement rapide. Ces partenariats stratégiques lui donnent la capacité industrielle pour devenir un leader mondial des stations de production et de stockage d'énergie renouvelable à haute fiabilité garantie. Pour ses clients, Powidyan, c'est le plus court chemin vers l'autonomie et la production d'énergie décentralisée. Imaginez les perspectives nouvelles que vous apportent ces petites stations d'énergie autonomes. C'est la solution électrique parfaite, fiable, écologique et économique sur un marché évalué à 12 milliards de dollars. Effectivement, ça laisse rêveur, beaucoup de potentialités de chiffre d'affaires, mais aussi beaucoup de gains, de bénéfices environnementaux, parce que effectivement, le stockage, c'est la question centrale des énergies renouvelables. J'interrogerai Hervé Le Treut sur cette question dans un instant. Qu'est-ce que va vous apporter ce prix, Pierre Langer ? Ah bien, moi, je crois que ce prix, c'est évidemment pour une petite société qui démarre comme nous, extrêmement intéressant, puisque nous sommes un petit pic, c'est-à-dire que nous avons une technologie qui est reconnue, nous avons les hommes, puisque nous avons monté une équipe, nous avons des investisseurs qui nous ont fait confiance et qui nous ont donné du capital, et puis l'environnement français, BPI, région qui nous a suivis. Donc nous avons les hommes, la technologie et l'argent. Et une société comme nous, maintenant, son challenge, c'est la vallée de la mort. C'est-à-dire, c'est trouver des clients qui vont faire qu'on va être reconnu à l'export et on va pouvoir lancer la société à l'export. Donc la notoriété et la crédibilité sont essentielles dans cette phase critique. Donc un salon comme celui-là, pour une société comme la nôtre, ça permet évidemment de donner une visibilité et une crédibilité. Et ayant eu un prix avec des scientifiques, des gens qui ont analysé la réalité de l'intérêt technologique, évidemment c'est un booster important. Alors j'aimerais, Hervé Le Treut, que vous me disiez un mot. Alors, et je précise d'ailleurs que vous faites partie, vous êtes membre du Club ADEME International qui favorise le développement des éco-entreprises à l'export. 120 entreprises de très belle réussite. Hervé Le Treut, un mot sur le stockage des énergies renouvelables, qui, on sait, est une problématique centrale pour avancer plus vite. Oui, alors moi je ne suis pas un spécialiste de technologie, mais on peut le voir comme une nécessité absolue, parce qu'en fait, se débarrasser de 80% des énergies actuelles, c'est-à-dire des énergies fossiles, celles qui sont les principaux vecteurs d'énergie qu'on utilise aujourd'hui, ça demande des solutions qui soient utilisables massivement. Et ces solutions qui sont utilisables massivement, le défi principal aujourd'hui, c'est de les utiliser dans toutes les circonstances. Et avec cette intermittence à la fois du solaire et des énergies éoliennes, on se confronte à un problème qui est peut-être le nœud des évolutions futures en termes d'énergie. Bruno Legevin. Oui, j'ai bien aimé dans le film parce que je voudrais faire un petit clin d'œil. Je suis vice-président d'Électriciens sans frontières, donc moi, toutes les questions d'accès à l'énergie, c'est fondamental par rapport aux problématiques de développement durable, mais aussi d'avenir de l'humanité. Les grands enjeux démocratiques, permettre à tous et à chacun de pouvoir vivre là où il est. Et donc, demain, la problématique de stockage et de solutions adaptées à des réalités qui sont très très loin des réseaux, c'est évidemment quelque chose qu'il faut stimuler et encourager. Et ça s'inscrit, par exemple, dans l'initiative de M. Borloo, qui
récemment a communiqué sur ce sujet et sur le besoin d'électrifier les réseaux, les petits réseaux en Afrique et de permettre à ce continent d'accéder effectivement à l'énergie. Merci à vous, bonne chance pour la suite. Merci à vous. Nouveau lauréat dans cette catégorie atténuation, c'est un grand groupe qui est primé et c'est General Electric pour l'Aliad. Je vais demander aux représentants de General Electric de venir nous rejoindre, puisque Clara Guémard, sa présidente directrice générale, a dû forcément nous quitter. Oui, je tiens à m'excuser pour elle, en fait, Pas de souci, avec pas le de changement souci. de programme, donc elle a dû rejoindre une autre réunion importante. Allez, on regarde un petit film sur votre solution et on en parle juste après. Oui, je précise que General Electric est primé pour l'Aliad, qui est une nouvelle génération d'éoliennes offshore. Hein. General Electric, donc, qui est primé dans cette catégorie atténuation. Gauthier Demartel, vous êtes responsable marketing stratégique chez General Electric France. Oui. Ce qu'il faut d'abord dire, c'est que cette éolienne offshore, c'est le fruit d'un partenariat. Oui, alors en fait, la conception de notre éolienne a été initiée en 2009 et tout de suite en amont, on a entamé le développement des parties critiques de cette éolienne, notamment le générateur et le convertisseur, avec General Electric via sa filiale GE Power Conversion, qui fournit en fait le générateur et le convertisseur pour l'Aliad. Alors, on voit dans ce film, on parle de ferme éolienne. Ouais. Alors, c'est que le début. Hein, mais on voit quelle est la stratégie, votre stratégie et celle d'autres acteurs aussi dans le monde. On aura d'ici 2020, 2030 des fermes comme ça offshore, pas très loin des côtes. Alors je sais qu'il y a beaucoup de projets en cours, mais on va vraiment développer à grande échelle ces fermes éoliennes. Oui, alors c'est le but, hein, ça a déjà commencé en Europe, Oui, tout à fait. au Royaume-Uni, en Allemagne notamment. En France, la filière aussi commence tout doucement. Et c'est vrai que d'ici 2020 à 2030, on verra vraiment à niveau industriel des fermes de plusieurs dizaines de machines, donc aux alentours de 500 MW pour les plus grandes. Voir le jour donc, en Manche, en Atlantique, voilà. Bruno Legevin, sur les différentes énergies renouvelables, l'éolien a toujours fait partie, hein, bien sûr, de la stratégie, mais l'éolien offshore, on n'y a pas toujours cru, et puis très vite ça s'est accéléré depuis, on va dire, 4-5 ans. Oui, on s'est mis peut-être juste un peu en retard, mais pas tant que ça. Il y a des gros enjeux industriels pour la France, pour l'Europe, mais aussi pour le monde. Et donc c'est bien que des grands groupes industriels aient répondu présent pour faire émerger des filières innovantes, puisque
la place de l'éolien et de l'éolien offshore demain dans toutes ses composantes, ça sera essentiel pour réussir nos objectifs de transition énergétique, écologique. Et on est fiers à l'ADEME qu'au travers des investissements d'avenir, on ait pu soutenir ce type de projet. Juste pour mémoire, rappelez que depuis que nous étant opérateur pour l'État sur les investissements d'avenir, 280 projets, 4 milliards d'euros d'investissement pour 1,5 milliard d'euros aidés, de projets aidés. Donc on voit qu'il y a des belles perspectives. L'argent public est bien dépensé pour aider des entreprises à aller au-delà, plus vite dans l'innovation, pour aller dans la concrétisation et être proche du marché de l'industrialisation. C'est notre boulot à l'ADEME et on en est très fiers. Et j'aime à préciser que l'argent qui est dépensé, c'est pas de l'argent qui est donné, c'est de l'argent qui va produire de l'argent. Hein. Parce que c'est important de le dire, ça. Quand même. Et oui, il faut toujours regarder l'euro investi, combien il rapporte. Voilà. Exactement. Merci beaucoup d'être venu. Je vous en prie, merci à vous. Alors, on parlait tout à l'heure des différents acteurs qui sont là pour agir, créer des solutions pour lutter contre le réchauffement climatique. Avant de recevoir le prochain lauréat, tout simplement regarder un film qui présente parfaitement ce qu'il est et ce qu'il fait. Et vous verrez qu'on s'éloigne un petit peu du monde de l'industrie pour aller dans le monde de la restauration, dans le monde de la bonne bouffe. Regardez. Le changement climatique a un impact forcément direct sur mon travail au quotidien. Je vais prendre l'exemple du poisson. Il y a certaines espèces, comme vous le savez, les stocks sont très faibles, donc il ne faut plus utiliser, il ne faut plus pêcher, il ne faut plus mettre dans nos cuisines. D'où mon travail avec l'association SeaWeb Europe, qui est vraiment un rôle pédagogique auprès de tous les acteurs de la filière, les pêcheurs, les marailleurs, les poissonniers, les restaurateurs, afin de les aider à mieux comprendre la problématique autour des ressources halieutiques, ce magnifique garde-manger qu'est l'océan, et puis aider les professionnels à mieux acheter leurs poissons. Ce qui s'est passé avec le thon rouge, il y a un moment où il y a eu un gros problème avec le thon rouge, les scientifiques, les ONG ont envoyé un message d'alerte, les professionnels ont suivi, ce qui a permis au thon rouge d'inverser la courbe de cette espèce, et les stocks commencent à remonter. Alors, faut pas crier victoire, mais c'est vrai que on s'aperçoit que si on mobilise tout le monde, tous les acteurs de la filière, on peut vraiment protéger une espèce. Et je le vois, il y a des espèces qui effectivement, comme le cabillaud en France, comme la raie, comme le bar, sont des espèces menacées qu'il faut vraiment laisser tranquilles. L'acidification aussi des océans qui influe énormément là-dessus. Donc effectivement, ça a un impact. Le changement climatique a vraiment un impact direct au quotidien dans nos cuisines, en bout de chaîne. Et si c'est à nous, en tant que chef de cuisine, de discuter avec nos acheteurs et dire, ah ben non, ce poisson-là, je n'en veux pas parce que il n'est pas durable. Propose-moi un lieu jaune, ça c'est durable. Propose-moi du taco, propose-moi du chinchard. Je vais faire découvrir ce poisson à mes clients. Et pour un cuisinier, c'est facile de faire découvrir un nouveau poisson ou de faire redécouvrir un nouveau poisson. Vous savez, le consommateur, quand il va chez le poissonnier, il voit un étal de poisson et sa seule crainte, c'est quoi? C'est de se dire, je vais pas arriver à cuisiner ce poisson parce que je ne le connais pas. Et ce qui est important, c'est que si ça plaît au consommateur, ce poisson, ce qu'il a mangé dans son assiette, la prochaine fois qu'il passera devant chez le poissonnier, il va acheter ce poisson, qui sera un peu moins connu, qui sera durable. Le guide des espèces, c'est un guide qui est réactualisé tous les ans. Vous avez toutes les principales espèces que nous pouvons trouver en Europe. Il y a aussi l'histoire des saisons au niveau du poisson. Et puis, dans ce guide également, il y a toutes les différentes méthodes de pêche, parce que j'en ai pas parlé, mais c'est très important. Favoriser la pêche de petits bateaux, favoriser la pêche à la ligne. Le monde de la restauration est de plus en plus sensibilisé au changement climatique, d'où l'importance d'avoir mis en place cette association Bon pour le climat. Alors qu'est-ce que c'est être bon pour le climat? C'est s'approvisionner de produits de saison, local, et privilégier les protéines ou les végétaux par rapport
aux protéines animales, poissons ou viande. Alors ça ne veut pas dire devenir végétarien, pas du tout, mais il faut savoir que 30% des gaz à effet de serre proviennent de ce que nous mettons dans nos assiettes. Se faire plaisir, ça c'est important, mais tout en étant conscient que ce que nous mettons dans les assiettes a une influence énorme sur le climat. 30% des émissions de gaz à effet de serre provient de ce que nous mettons dans nos assiettes. C'est ce que j'ai retenu. C'est un chiffre, bon, bien sûr, qui est une estimation, hein, mais effectivement, l'élevage, le transport, la transformation agroalimentaire. Je m'éloigne un petit peu. Ma question est très simple, François Pasteau. Comment peut-on faire en sorte que la somme des initiatives comme la vôtre fasse que ce soit une initiative qui fonctionne et qui marche? Parce que un restaurateur, 2, 10, 100, 1000, il en faudra encore beaucoup plus. Comment essaimer? Alors déjà, ce qui est important, c'est d'arriver aussi à communiquer auprès du consommateur. Hein, alors effectivement, comme vous le disiez, c'est important de fédérer d'autres chefs. C'est le but de notre association, hein, de leur faire prendre conscience qu'ils peuvent agir beaucoup pour le climat dans leurs assiettes. Alors ils sont souvent déjà de saison, locales, hein, mais le plus dur à faire passer comme message, c'est parce que ça, c'est la demande. Les gens maintenant sont beaucoup plus attentifs. Voilà, ce qui est le plus difficile à faire passer comme message, c'est diminue dans ton assiette les protéines animales. Hein, parce qu'ils ont peur de voler le client. Et donc, c'est à nous de leur expliquer que pas du tout. Construisez vos plats autour des végétaux et apportez dans votre assiette un petit peu de protéines animales. Et surtout de protéines animales de très bonne qualité. Est-ce que dans les écoles de formation des chefs, on parle de ça? Alors, on commence à en parler, oui. Oui, notamment, moi, je suis sollicité pour aller dans les écoles pour en discuter. Et ce qui me réjouit, c'est que les plus jeunes sont très attentifs à ces démarches et sont prêts à être dans l'action. Hein. Dans mon équipe, tous les gestes que j'ai mis en place, comme la récupération des biodéchets, comme leur expliquer ce que c'était que bon pour le climat, local, de saison, on diminue les protéines animales, ils l'ont assimilé très facilement et ils sont d'ailleurs très contents de le faire. Et puis après, au niveau du consommateur, vous savez, sur ma carte, au dos de ma carte, j'ai tout expliqué. Et j'ai tout expliqué pour deux raisons. Pour qu'il y ait un dialogue qui se crée avec le serveur ou avec moi, si je vais aller voir, et avec le client. Mais si vous voulez, j'ai inversé déjà les appellations sur ma carte. J'ai commencé par les végétaux et je termine par les protéines animales. Donc déjà, le client français, le consommateur français est perdu. Déjà, il se dit « Oh là, je suis tombé chez un végétarien ». Pas du tout. J'adore la viande, j'adore le poisson. Hein. Je retiendrai qu'il faut communiquer. Il faut communiquer. Et en cela, Bruno Légevin... Et je remercie l'ADEME qui nous soutient énormément. Et le jury. Et le jury aussi, bien sûr, qui m'a attribué l'esprit. J'aurais dû commencer par ça déjà. Légevin, un commentaire. Oui, c'est vraiment très heureux que le restaurant Les Lits du Pain ait gagné un prix. C'était pas forcément évident parce qu'on a un peu toujours l'approche techno. Et comme je disais tout à l'heure, les solutions, elles sont à la fois techno, mais elles sont aussi comportement. Et donc là, on est bien dans la problématique ingénierie sociale et que il n'y a pas de grande et petite solution. Et là, la solution, elle est dans l'assiette. Alors, elle est dans l'assiette, dans la manière dont elle va arriver et dans la manière dont elle est servie. Et puis, ce qui est génial dans votre projet, c'est que non seulement vous êtes la solution, mais vous la faites partager puisque directement et indirectement, vous faites de la sensibilisation. Et là, on est dans une solution positive et pas dans une solution punitive. Et donc, la solution est dans l'assiette, ça valait le coup de la récompenser. Merci beaucoup. Merci, monsieur Trotte. Un mot? Oui, non, je veux dire que le jury a eu à cœur de récompenser quelques projets qui, effectivement, soient dans cette dimension d'ingénierie sociale. Et donc, je crois que c'est très important d'avoir, effectivement, de récompenser des actions qui peuvent peut-être ne pas sembler facilement à l'échelle des problèmes que l'on a, qui sont mondiaux, mais qui sont certainement celles qui vont les s'aimer dans le futur. En tout cas, on l'espère. C'est le sens de la récompense que le jury a voulu donner. Sur 160, je rappelle, 160 dossiers qui étaient présentés. Merci beaucoup, François Pasteau. Je voulais juste ajouter que c'est aussi montrer à tout le monde qu'on peut être éco-citoyen très facilement à son niveau, le grand public comme les professionnels. Coup de cœur, atténuation PME des trophées solutions climat pour le restaurant L'Épi du Pain. Merci beaucoup. Merci à vous. 4e et dernier lauréat de la catégorie atténuation, un coup de cœur là encore, pour un grand groupe. Eh bien, il va à Colas pour Wattway, la première route photovoltaïque au monde. Et c'est Hervé Lebouc, le président directeur général de Colas, qui nous rejoint, qui va prendre un micro. On va regarder rapidement un petit film et puis on se retrouve juste après. Regardez.
À l'heure de la transition énergétique, imaginez une route capable de capter l'énergie solaire et de produire l'électricité dont nous avons tant besoin. Après 5 années de recherche en partenariat avec l'Institut national de l'énergie solaire, Colas, leader mondial de la route, présente Wattway, le premier revêtement routier photovoltaïque au monde. Wattway fournit localement une énergie propre et renouvelable. Ces panneaux s'installent directement sur les routes existantes et permettent la circulation de tout type de véhicules. Wattway alimente en électricité l'éclairage public, le mobilier urbain, les bâtiments, mais aussi les commerces et les entreprises. Enfin, Wattway offre une solution aux zones isolées non raccordées au réseau électrique. Il y a tant d'applications à imaginer ensemble. Wattway. Faisons de la route l'énergie de demain. Bravo donc à Colas qui est récompensé dans la catégorie atténuation. Monsieur Lebouc, bonjour, bienvenue, bravo. Merci. C'est révolutionnaire. Quand on regarde le film, on se dit mais on peut produire de l'énergie pour un hameau qui est à côté d'une route, alors que finalement, le bitume, l'asphalte, les routes n'ont pas toujours eu bonne presse. C'est un renversement complet. Hein. Oui, je crois que vous avez raison. Effectivement, la route avait mauvaise presse alors qu'elle n'est pour rien la pollution. C'est ce qui roule dessus qui pollue. Et je pense que Wattway réhabilite la route en lui donnant une deuxième fonctionnalité qui est de produire l'énergie verte grâce à ces panneaux que l'on peut poser sur la route et coller sur la route. Parlez-moi un petit peu de la genèse. Qui a inventé ça? Qui a eu cette idée? Alors, cette idée folle, c'est un de nos ingénieurs à notre centre scientifique et technique de Manille-les-Hameaux qui, il y a 5 ans, a eu cette idée et m'a amené à l'INES, l'Institut national de l'énergie solaire, pour leur soumettre. Ils nous ont dit ils sont fous chez Colas. Et puis finalement, on a avancé et c'est le fruit de 5 ans de travail grâce à cette idée géniale de Jean-Luc Gauthier, qui est l'inventeur de cette route solaire chez Colas. Là, on peut imaginer que dans les années qui viennent, on aura quel type de développement, à quel niveau, dans quel volume? Écoutez, à partir de mars prochain, donc au printemps, nous allons commencer à poser ces routes solaires dans différentes villes de France, dans un premier temps, où nous avons d'énormes demandes. Et puis aussi la Californie, l'Inde, le Danemark, la Suisse, la Suède. Et quand je roulerai sur une route comme ça sera indiqué, on me le dira, parce que c'est important aussi de communiquer dans ce sens. J'espère que non, parce que vous avez vu que ça ressemble à des pavés, donc c'est assez beau en plus. Ouais. Donc non, vous ne vous en rendrez pas compte. Bon, et le mieux, c'est de rouler en voiture électrique. Exactement, et plus tard, on pourra se recharger par induction en circulant sur cette route solaire. Merci. Oui, c'est génial. Rouler sur de tels revêtements, ça va nous inciter à une mobilité plus douce, plus durable, dans des véhicules qui seront forcément plus occupés, plus partagés, qui seront plus propres, puis peut-être demain d'ailleurs autonomes. Voilà des belles perspectives encore de transition énergétique, écologique. Et là, c'est l'énergéticien qui parle. Oui, mais vous avez raison, parce que le fait que la route génère de l'électricité permet tout ça, parce qu'elle sera connectée par définition. Merci à vous. On touche à la fin de cette remise. Restez avec nous. Je voudrais, en un mot, remercier les partenaires médias et presse des Trophées Solutions Climat, Construction 21, Environnement Magazine, Green Innovation, Innovation Review, LCI, la chaîne Info, Metro News, MPE Média et Ushuaïa TV. Et puis dire aussi que les trophées, je ne sais pas si on peut les montrer, on va demander au réalisateur de montrer une nouvelle fois le trophée Solutions Climat, que ce trophée a été créé par Volume, qui est un espace de coworking mettant à disposition de ses usagers l'ensemble des moyens logistiques, techniques et humains pour favoriser et encourager l'univers de la création et s'ouvrir de plus en plus à la notion de processus collaboratif. C'est dit, c'est la fin de ces trophées Solutions Climat organisés par Auré et quelques-uns de ses partenaires. Nous devions finir à l'heure, c'est bien, c'est une bonne chose. Merci à tous. Bravo, et on a, oui, il faut que je le précise, un cocktail. Alors ça passera pas dans l'émission, ça, mais un cocktail de clôture. C'est sur le stand de Business France pour un cocktail donc offert par le Crédit Coopératif. Voilà, fin de cette émission. On se retrouvera un peu plus tard sur ce plateau. Merci à vous.